à Madame Catherine Morin-Desailly, auteure de la proposition de loi et rapporteure de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, pour 20 minutes maximum. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat a toujours joué un rôle moteur dans la réflexion autour des modalités d'une gestion plus éthique de nos collections publiques. C'est la chambre haute qui fut à l'initiative, grâce à notre ancien collègue Nicolas About, de la loi de restitution de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, connue sous le nom de Venus Hottentote, promulguée en 2002. C'est elle aussi qui, par mon intermédiaire, fut à l'initiative de la loi de restitution des têtes maories définitivement adoptée en 2010. C'est le Sénat encore qui fut à l'initiative, dans le cadre de cette seconde loi, de la création de la Commission scientifique nationale des collections pour encadrer les déclassements de biens appartenant aux collections et définir une doctrine générale en matière de déclassement et de cession. Notre ancien collègue, Philippe Richert, rapporteur de cette loi, mais également rapporteur précédemment de la loi Musée, jugeait cet outil indispensable pour faire progresser la réflexion sur la possibilité d'aliéner des biens appartenant aux collections sans compromettre le patrimoine de la Nation. Malheureusement, la volonté du législateur n'a, une fois encore, guère été suivie des faits. La réflexion sur un sujet pourtant qui était en train de monter en puissance a été nullement avancée en raison des préventions manifestées par le ministère de la Culture et par une partie des conservateurs, qui, il faut bien le dire, sont formés avant tout à être conservateurs. La Commission scientifique nationale des collections a même fait les frais de la politique de rationalisation du nombre de commissions consultatives et a été supprimée à l'initiative du gouvernement par la loi ASAP il y a 1 an, contre notre volonté. Cette décision me paraît d'autant plus regrettable que je suis convaincue, comme mes collègues, que ces problèmes de fonctionnement auraient pu être corrigés facilement par voie réglementaire. Ce qui explique que nous nous retrouvions aujourd'hui sans aucune doctrine pour répondre aux demandes de restitution pendantes et sans aucun garde-fou pour contrôler les velléités de répondre positivement et hâtivement aux demandes, qu'elles soient fondées ou non. Le mouvement des demandes de restitution n'a pas été correctement anticipé malgré les alertes du législateur depuis 10 ans. Notre pays est donc acculé à prendre des décisions dans l'urgence, dictées uniquement par des considérations diplomatiques, en contradiction avec les objectifs mêmes qui sous-tendent le principe d'inaliénabilité des collections. Cette situation a conduit la Commission de la Culture à engager en 2020, sous mon égide, un travail approfondi autour des questions de retour de biens culturels vers leur pays d'origine afin de dresser le bilan de l'action de la France et de formuler un certain nombre de recommandations. Max Brisson et Pierre Ouzoulias, que je salue et dont je salue le travail remarquable, en étaient les rapporteurs et j'assumais la présidence. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui constitue en réalité le point d'aboutissement de ces travaux, chers collègues, et avec d'autres d'ailleurs, que nous avons portés ensemble. Le retour des biens culturels n'est pas une question facile, reconnaissons-le, car cela met en présence des enjeux multiples, souvent contradictoires. Elle suppose de parvenir à concilier le droit de chacun à avoir accès dans son pays à son propre patrimoine et au patrimoine commun de l'humanité, sans obérer les capacités de nos propres musées à remplir leur mission. Les demandes de restitution questionnent la légitimité de la conception universelle de nos musées. Elles ébranlent le principe d'inaliénabilité des collections qui constitue depuis des siècles leur colonne vertébrale, en prévenant le risque qu'elles ne soient dilapidées par la seule volonté du prince. La recherche d'une solution solide et pérenne pour répondre aux demandes légitimes de restitution est pourtant nécessaire. Les débats autour de cette question s'intensifient ces dernières années, je l'ai déjà dit, notamment dans les instances internationales comme l'UNESCO. Les revendications se multiplient. Notre pays a reçu ces dernières années les demandes de la part de 7 pays africains, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali et Madagascar. La loi que nous avons votée l'an passé n'a pas intégralement d'ailleurs répondu au contenu des demandes émanant du Bénin et du Sénégal. La France n'est bien sûr pas le seul pays concerné. C'est le cas de l'ensemble des anciennes puissances coloniales. La réflexion progresse d'ailleurs chez plusieurs de nos voisins. En Allemagne, on vient de consacrer des moyens financiers importants pour faire la lumière sur la provenance d'une partie de ces collections.
L'Allemagne a par ailleurs conclu il y a quelques mois un accord avec le Nigeria en vue de lui restituer des centaines de bonzes du Bénin présents dans ses collections pillées par l'armée britannique à la fin du XIXe siècle. Quant à la Belgique, elle est en passe d'adopter une loi cadre pour faciliter la restitution des objets de ses collections qui ont été acquis de manière illégitime. Pour autant, il n'y a pas de réponse unique. D'une part, chaque pays a son histoire coloniale propre. D'autre part, nous n'avons pas tous le même régime de protection de nos collections et la solution retenue par tel pays n'est pas forcément transposable dans tel autre. C'est pourquoi la France doit absolument engager un travail de fond dans ce domaine. D'autant que le discours du président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017 et le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, entre parenthèses, quelque peu contesté et contestable, qui en a suivi, place clairement notre pays au pied du mur. Quelle méthode doit présider à l'examen des demandes de restitution ? Voilà la question qui nous est posée, à laquelle il nous faut répondre. Il est clair que la manière dont étaient conduites les dernières restitutions n'est guère satisfaisante. Premier constat, le Parlement a été dépossédé de son pouvoir, alors qu'il est pourtant le seul habilité à autoriser la sortie de biens culturels des collections. Le législateur a la compétence exclusive de pouvoir faire exception au principe d'inaliénabilité des collections, de leur valeur législative. Malgré ce principe, soit le Parlement a été sollicité pour entériner la restitution de biens culturels que le président de la République ou le gouvernement s'était déjà engagé à rendre. Ce fut le cas pour le sabre revendiqué par le Sénégal et pour le trésor d'Abomey revendiqué par le Bénin, soit il était contourné en remettant aux pays concernés les biens qu'ils revendiquaient sous la forme d'un dépôt. Ce fut la méthode retenue par le gouvernement pour remettre à la veille des dates symboliques pour les pays concernés le dé en forme de couronne revendiqué par Madagascar, ou encore les crânes algériens revendiqués légitimement par l'Algérie. Mais il y avait une autre façon de faire, plus digne à mon avis. Deuxième constat, l'instruction des demandes a été menée dans une grande opacité, donnant le sentiment que les considérations diplomatiques l'emportaient sur tout le reste. Le travail scientifique que les musées ont effectivement réalisé pour instruire les demandes de restitution n'a, hélas, jamais été rendu public. Troisième constat, les pays demandeurs eux-mêmes, et ils nous l'ont dit, ont été frustrés par le processus. Ils observent un manque de clarté de la procédure, un déficit de concertation dans l'instruction. Le risque à terme est que les restitutions ne se résument qu'à des opérations sans suite et ne se traduisent pas, comme nous le souhaitons, par le lancement des coopérations dans le domaine culturel et patrimonial dont toutes les parties pourraient pourtant bénéficier. Pour éviter ces dysfonctionnements, il faut donc disposer d'une véritable méthode permettant de traiter les demandes de restitution avec la plus grande rigueur et la plus grande transparence, au plus près de la vérité historique. C'est le seul moyen pour préserver le principe d'inaliénabilité des collections et en même temps pour garantir une cohérence et une permanence aux décisions que notre pays sera amené à prendre sur les demandes de restitution, malgré et au-delà des alternances politiques. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui vise à doter notre pays d'une telle méthode qui se veut avant tout transparente, collégiale, scientifique. L'article 1er vise à créer un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens. Cette instance doit permettre de combler les faiblesses de la procédure actuelle que nous avons identifiées et de compenser l'inertie du ministère de la Culture sur les questions de restitution. Vous vous souvenez peut-être que c'était déjà la solution que le Sénat avait adoptée sur ma proposition dans le cadre du projet de loi de restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Ce conseil aurait une triple mission. Tout d'abord, donner son avis sur les demandes de restitution afin d'apporter au pouvoir public un éclairage scientifique dans leur prise de décision. Deuxièmement, mener une réflexion prospective en matière de circulation et de retour des biens culturels. Troisièmement, faire des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques. Notre commission de la culture juge en effet essentiel qu'un coup d'accélérateur soit donné à la recherche de provenance d'un certain nombre de pièces de nos collections. Ce travail commence tout juste dans les musées et il s'agit clairement d'un élément crucial pour répondre correctement aux demandes de retour et aux questionnements actuels sur la légitimité de nos collections.
C'est en connaissant mieux et en faisant mieux connaître le parcours des pièces qui composent nos collections que nous pourrons restaurer leur image et leur conception universaliste et que nous pourrons démontrer que l'essentiel des pièces originaires de pays tiers n'a pas été acquis de manière illégitime. La réalisation de ce travail dans des délais raisonnables suppose néanmoins des moyens humains dont les musées manquent cruellement, ils nous l'ont dit. Il faut donc que le gouvernement en fasse une priorité politique et forcément y alloue des moyens adéquats. Pour tenir compte des problèmes de fonctionnement, par ailleurs, rencontrés par la Commission scientifique nationale des collections, le champ de compétences du Conseil porte clairement sur les demandes de restitution et sa composition réduite à 12 membres pour garantir son efficacité. Il s'agit pour l'essentiel de personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences scientifiques, conservateurs, archéologues, historiens, historiens de l'art, anthropologues, ethnologues, juristes, etc. Elles seraient nommées par le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche, ce sont les deux ministères de tutelle, je rappelle, afin de contribuer à remettre ces deux ministères au centre du jeu et de les inciter aussi à engager une véritable réflexion sur ces questions. La création d'une instance scientifique pérenne apparaît opportune, en tout cas pour apporter plus de transparence à la procédure, pour recentrer aussi l'examen des demandes sur la vérité historique et garantir une plus grande permanence dans les décisions de la France malgré les alternances politiques. Ce type d'instance, je voudrais le souligner, a déjà fait ses preuves. Les preuves de son efficacité dans d'autres domaines. Pensons au rôle joué par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture dans le dossier de Notre-Dame, ou encore au rôle joué par la CIVS sur la question des œuvres spoliées. C'est une vraie garantie en termes de transparence et de contrôle, surtout lorsqu'on traite de sujets aussi sensibles, aussi complexes que celui des restitutions, qui échappe aujourd'hui très largement au ministère de la Culture. Ce n'est pas non plus un gadget redondant avec l'examen des demandes menées par les musées, contrairement aux arguments avancés par le gouvernement et les députés de la majorité lors de l'examen de la loi de restitution au Bénin et au Sénégal l'an dernier. D'une part, il s'agit d'un véritable outil de protection pour éviter que les seuls intérêts politiques et activistes prennent le pas sur les considérations culturelles, historiques et scientifiques. Il s'agit également d'une protection contre les pressions dont les autorités politiques, dont nous faisons également partie, pourrait faire l'objet. S'il est vrai que les membres du Conseil ne seront sans doute pas toujours experts des biens qu'ils auront à examiner, ils auront tout loisir d'entendre des spécialistes avant de rendre leur avis, comme le font d'ailleurs les commissions parlementaires. Ils auront également l'obligation d'entendre le personnel scientifique du pays demandeur afin d'assurer la bonne prise en compte de leur position, mais aussi de garantir la construction d'un dialogue propice à la mise en place de coopération globale dans le domaine culturel et scientifique. D'autre part, ce Conseil pourrait garantir la formation progressive d'une doctrine en matière de restitution sur la base de ses avis, mais aussi dans le cadre de la mission de réflexion prospective qui lui est dévolue. Cette mission pourra être menée de manière autonome ou sur la base des saisines des ministres ou des commissions parlementaires dont il fera l'objet. C'est la raison pour laquelle la Commission estime d'ailleurs que la création de cette instance n'est pas du tout incompatible avec la perspective d'une éventuelle loi cadre sur le sujet, puisque le président de la République a confié à Jean-Luc Martinez une mission en ce sens il y a quelques semaines. Mais nous ne savons absolument pas à quel moment ce travail pourra aboutir. Il y a un an encore, le gouvernement estimait qu'une loi cadre n'était pas envisageable et qu'il serait extrêmement difficile d'établir une critériologie suffisamment précise et exhaustive pour convenir à la multiplicité des cas susceptibles de se présenter. Il craignait que l'adoption de critères ne fasse obstacle à des restitutions qui seraient pourtant souhaitables. C'est en tout cas ce qu'il écrivait dans l'étude d'impact du projet de loi de restitution au Bénin et au Sénégal. On peut donc s'interroger sur ce brusque revirement compte tenu de l'état d'avancement du travail sur la recherche de provenance. La Commission estime qu'il serait regrettable d'attendre l'adoption de la dite loi cadre pour renforcer la transparence de la procédure de restitution et sa méthode. Le Conseil national peut faire progresser de façon collégiale cette nécessaire réflexion sur les critères de restituabilité dès à présent. N'est-il pas la meilleure méthode, une meilleure méthode en tout cas, que de mener cette réflexion de manière collégiale plutôt que de confier celle-ci à un seul homme, pardonnez-moi de le dire, qui plus est ancien président du musée du Louvre,
quelles que soient ses grandes qualités, sa grande expérience, au risque de lui voir reprocher sa partialité. Si la loi cadre venait à être adoptée, le Conseil national se révélera utile comme instance de contrôle dans la mesure où le Parlement ne sera alors plus saisi des différentes restitutions. J'en viens maintenant à l'article 2, dont l'objet est de faciliter la restitution de certains restes humains conservés dans les collections publiques. Cet article a été intégralement réécrit par la Commission lors de l'élaboration de son texte, même si l'objectif poursuivi reste strictement identique. Le besoin de faciliter les restitutions de certains restes humains est réel. Plusieurs pièces conservées dans les collections publiques mériteraient d'être restituées. Plusieurs cas ont été portés à notre connaissance pendant les auditions, comme celui d'un groupe d'Inuits emmenés en Europe en 1880 pour être exposés dans des spectacles, morts de la variole, enterrés, puis dont les squelettes ont été exhumés 5 ans plus tard à des fins de recherche scientifique. Mais il y a aussi, mais notre collègue Pierre Ouzoulias en parlera mieux que moi, des crânes de femmes arméniennes, victimes du génocide arménien, ou de nombreux sujets anonymes, originaires de nombreux pays, prélevés dans des cimetières, identifiables, dont la présence dans nos collections est choquante, mes chers collègues. À la suite de la loi de restitution sur les têtes maories, un groupe de travail pluridisciplinaire animé par Michel Van Praagt, muséologue français et professeur émérite de nos universités et un grand du Muséum d'histoire naturelle, a été mis en place par le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche et de l'Innovation à la demande de la Commission scientifique nationale des collections pour examiner les voies possibles de restitution des restes humains sans avoir à recourir au vote de loi spécifique. Je rappelle que c'était une demande du Parlement à l'époque, votée à l'unanimité de la représentation nationale. Ce groupe de travail, dont je détiens aujourd'hui, et je pourrais vous en parler, la liste des membres était très diversifiée, a produit 2 rapports, en 2015 et en 2018, qui ont permis de dégager un accord autour d'un certain nombre de critères de restituabilité. Sur la base de ces critères et de ceux qui avaient guidé l'examen de la loi sur les têtes maories, l'article 2 définit un cadre général fixant la procédure et les conditions de restitution des restes humains par l'administration qui en est propriétaire. Il s'agit d'une procédure en 2 étapes. Une première étape, destinée à faire automatiquement sortir des collections un certain nombre de restes humains dès lors qu'ils correspondent à une série de critères se traduisant par une inscription provisoire sur un inventaire transmis aux États d'origine de ces restes. Une seconde étape prévoyant la restitution par l'administration de ces restes humains lorsqu'elle serait demandée sous réserve que le retour réponde à une série de conditions supplémentaires. L'adoption de cette disposition constituerait une réelle avancée pour permettre à notre pays de répondre plus rapidement aux demandes de restitution portant sur des restes humains identifiés et d'accélérer, bien sûr, l'identification des cas sensibles présents dans les collections. Il serait d'ailleurs important que les pays d'origine soient associés aux différentes étapes. L'article 2 offre donc à notre pays une méthode pour traiter cette problématique délicate de façon fondée d'un point de vue scientifique, tout en étant respectueuse de la dignité humaine et des croyances des autres peuples. Elle permettrait de régler aussi un certain nombre de cas, mais de régulariser a posteriori, par exemple, la mise en dépôt des crânes algériens en juillet 2020, qui ont, depuis, on peut le comprendre, été inhumés par les autorités algériennes au cimetière d'El Alia, dans la banlieue d'Alger. Je crois savoir que le ministère de la Culture préférerait la rédaction initiale de cet article, qui visait à créer une procédure judiciaire permettant au cas par cas l'annulation de l'acquisition par les musées de certains restes humains en vue de leur restitution, comme l'avait préconisé le groupe de travail pluridisciplinaire en 2018, en s'inspirant de la procédure d'annulation de l'acquisition des biens culturels qui se révélerait avoir fait l'objet d'un trafic illicite mise en place, mes chers collègues, souvenez-vous, par la loi Liberté de la création, architecture et patrimoine. Toutefois, le ministère de la Justice a été très clair lors de nos auditions sur les fragilités juridiques de ce dispositif, susceptibles de le rendre inopérant. En tout état de cause, il aurait fallu que le décret d'application fixe les critères pour permettre au juge de prononcer l'annulation, et le fait que le décret d'application relatif à la disposition similaire de la loi LCAP n'ait toujours pas été publié plus de 3 ans après son adoption nous inspirait quelques craintes. Enfin, compte tenu de l'encombrement des tribunaux, nous avons estimé que nous n'aurions pas grand-chose à gagner à transférer cette charge au juge
Par ailleurs, le juge administratif pourra toujours être saisi en cas de restitution litigieuse par l'administration ou même en cas d'inaction de sa part. C'est pourquoi la commission estime que la rédaction de l'article 2 qui vous est aujourd'hui soumise constitue la meilleure voie pour avancer en matière de restitution de restes humains, un enjeu essentiel pour manifester la volonté sincère de notre pays de progresser en matière de gestion éthique, plus éthique de nos collections. Voici donc le contenu des 2 articles qui composent cette proposition de loi, guidés par un principal objectif, celui de doter notre pays d'une méthode pour traiter les questions de retour et de circulation des biens culturels vers les pays d'origine, en s'inscrivant dans la continuité de la réflexion conduite, mes chers collègues, par le Sénat, et nous pouvons en être fiers collectivement, depuis 20 ans en matière de collection publique. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la rapporteure. Et je donne